Bonjour, belle étoile. Dimanche, lors des 150 ans de Flammarion aux franciscaines, j'ai rencontré de nombreux écrivains. Je vous partage ici mes découvertes dont Maxime Rovère, un charmant philosophe et écrivain qui nous invite à découvrir son nouveau livre Parler avec sa mère. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, Maxime en parle très bien. Alors, soyez curieuse et curieux et écoutez ce qui suit. Et si vous voulez découvrir mes autres rencontres, abonnez-vous à ma chaîne pour qu'elle devienne notre chaîne. Merci. Un bon moment. Je suis très heureuse de vous présenter Maxime Rovère. Maxime Rovère est un des plus... Bon, je ne vais pas dire trop tranquillement. Est un auteur très remarquable de sa génération. Il est philosophe. Il a commencé par étudier et traduire et commenter des textes majeurs de la philosophie. Je pense notamment à sa nouvelle traduction de l'éthique de Spinoza ou de la correspondance de Spinoza. Il a un livre qui sort dans quelques jours aussi, qui est une traduction des lettres de Sénèque, qui sont absolument merveilleuses, qui n'avaient pas été retraduites en français moderne depuis 60 ans. Et il est là ce soir pour vous parler de tout à fait autre chose, parce qu'en plus de s'intéresser aux classiques de la philosophie et de leur redonner vie d'une façon spectaculairement dynamique et inventive, il fait aussi exister des objets insolites et originaux que la philosophie parfois néglige. Et c'est le cas du très beau sujet qui nous rassemble aujourd'hui, puisque nous allons parler des mères, du sentiment maternel, de la vie que nous menons avec nos mères, des mères que nous sommes ou que nous ne sommes pas, mais de ce lien si spécifique et d'une façon peut-être nouvelle et surprenante de le comprendre en dehors de nos existences privées et individuelles. Donc je vais laisser Maxime vous en dire davantage et encore merci d'être avec nous. D'être avec nous dans ce moment d'anniversaire, de joie, de fête. C'est un grand bonheur pour moi de présenter ce livre en présence de Maxime, dont vous allez bientôt comprendre qu'elle est aussi ma mère. Et pendant 2 ans, celle qui est en réalité mon éditrice, comme vous avez compris, a supporté qu'à chaque fois qu'elle m'appelait, je réponde « Bonjour maman ». Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. En fait, je me suis intéressé à ce sujet. Je n'ai pas une relation particulièrement intéressante avec ma mère. Elle est ni particulièrement conflictuelle, ni... Alors que celle-ci, c'est encore autre chose. Donc, c'est un vrai livre de philosophie qui vous propose de réfléchir à une question qui est beaucoup étudiée en psychologie, beaucoup étudiée en anthropologie et rarement étudiée en philosophie. J'ajoute une chose, parce que c'est très important pour moi que vous ayez conscience de ça, parce que nous avons perdu les textes. D'accord ? Il y a beaucoup de philosophes femmes dans l'Antiquité grecque et romaine. Elles écrivent, elles publient, elles sont respectées. Ces textes n'ont pas intéressé les générations qui se sont succédées dans les siècles suivants et ont été perdus, comme entre parenthèses, un très grand nombre de textes classiques. On n'a pas Chrysippe, qui est le plus grand des stoïciens. Bon, je pourrais vous faire la liste de tout ce qu'on a perdu de l'Antiquité. Donc, on a aussi perdu les textes qui concernaient la maternité, les réflexions des philosophes femmes sur la maternité. Tout ça, c'est perdu. Donc, il va falloir reconstruire ce qu'on a perdu, et c'est l'objet de ce livre. Or, au moment où je commence ma conférence, vous pensez toutes et tous que vous avez une mère, que vous savez très bien qui c'est, et que peut-être vous êtes vous-même la mère de plusieurs enfants, d'un ou plusieurs enfants. Et au fond, à partir de cette conception de la mère, j'ai voulu réfléchir en d'autres termes. Je me suis demandé, qui est un réflexe tout à fait banal, qui est la base même de la philosophie, comment on employait le mot mère? Qu'est-ce que ça veut dire exactement mère? Et si je me dis, bon alors, qu'est-ce qui permet d'attribuer ce mot à quelqu'un? Je me dis que bon, peut-être qu'elle est à l'origine de la conception. Donc je vais vous faire une liste de fonctions, ce que je vais appeler des fonctions maternelles, et qui permettent d'identifier ce que c'est, d'identifier quelqu'un que vous allez pouvoir appeler mère. Ça, c'est ma mère. Donc, vous pouvez dire de quelqu'un, c'est ma mère, si elle est responsable de la conception. Ça veut dire qu'elle a donné un ovocyte. Si elle a assuré la gestation,
c'est-à-dire qu'elle a porté le bébé dans son ventre. Si elle a pris en charge la fonction nourricière, ça veut dire qu'une fois le bébé est né, on le nourrit. Il est d'ailleurs nourri très longtemps, puisque la fonction nourricière, elle ne s'exerce pas qu'au sein, elle s'exerce dans toute l'enfance, et peut-être même pendant l'adolescence, et peut-être même pendant les études, puisqu'il s'agira toujours de donner au rejeton les moyens, disons, de vivre sa vie. Et puis ensuite, il y a des fonctions un peu plus complexes. Il y a la fonction de maniement, qui a été identifiée par le pédiatre Donald Winnicott, qui est très importante, puisque la manière dont on manipule un bébé quand il est tout petit peut créer des graves séquelles ou bien, disons, une grande sécurité face à la vie. Et la manière dont on manie un bébé s'appelle le handling, et donc c'est l'une des fonctions maternelles fondamentales. Et puis évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Le fait de donner... Comment ? Il y en a 10. Enfin, j'en compte 10, mais en fait, l'important pour moi, c'est pas tellement d'avoir une liste tout à fait précise, exhaustive. C'est qu'une fois qu'on fait ce travail de dire, bon alors une mère c'est quoi, je fais la liste, et bien on s'aperçoit qu'on peut les découpler les unes des autres. Que les fonctions maternelles ne sont pas toutes dépendantes les unes des autres, et qu'en réalité c'est une construction sociale que de les attribuer toutes à une seule personne. Typiquement, je vous donne un exemple, la fonction éducatrice, au bout d'un moment, assez rapidement, en fait, elle est partagée avec d'autres. La fonction nourricière dont j'ai parlé, assez rapidement, elle est partagée avec d'autres. Donc, je me permets de faire tout de suite un geste sur lequel il faut qu'on s'entende. Le père est une mère comme les autres. Ça veut dire que les fonctions paternelles vont rapidement correspondre aux fonctions maternelles une fois qu'on a passé la biologie, c'est-à-dire la conception, la gestation, et puis éventuellement la nutrition au sein, c'est tout. Après, c'est les trois seules spécificités biologiques. Une fois qu'on a passé celle-là, encore une fois, le père est une mère comme les autres. Ce qui est intéressant, c'est que si on conçoit la maternité de cette manière-là, du coup, elle éclate immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de maternité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fonctions maternelles, et le fait qu'elles s'empilent toutes sur la tête d'une seule et même personne est finalement une bizarrerie qu'à mieux regarder, en fait, qui n'est jamais observée dans la réalité. C'est-à-dire que, en fait, aucune mère, quand on dit aucune mère n'est parfaite, on se dit, bah oui, il n'y a pas de mère parfaite, parce qu'au fond, il n'y a pas de femme parfaite. Mais c'est pas du tout pour ça. S'il n'y a pas de mère parfaite, c'est que les fonctions maternelles sont trop multiples et trop diverses pour être cohérentes entre elles. C'est-à-dire que si on fait la liste de toutes les fonctions, on s'apercevra qu'il y a des moments où elles vont s'affronter entre elles. Et où donc, ce ne sera pas possible d'être à la fois une bonne mère, je dirais par exemple, du point de vue de l'éducation, qui suppose par exemple d'enseigner des règles, et parfois par exemple de punir, et on pourrait discuter sur la nécessité de punir, mais d'un autre côté, en tout cas dans l'apprentissage, il y a forcément des erreurs. Pointer les erreurs, faire sentir les erreurs, c'est toujours désagréable. Et d'un autre côté, le soutien affectif qui consiste à dire, quoi qu'il arrive, je suis de ton côté. Il y a des situations où ces deux fonctions vont rentrer en conflit et où donc, de toute façon, un enfant ne peut pas être en permanence satisfait de sa propre mère. Voilà. Alors, une fois qu'on a posé ça, en fait, la question qui se pose à mesure que l'enfant grandit, que la mère vieillit et que leur relation évolue, à chaque fois qu'ils se rencontrent, la question va se reposer, qui sommes-nous l'une pour l'autre ? Il y a quelque chose de mystérieux à considérer, en fait, que telle ou telle des fonctions maternelles est caduque ou active. Alors typiquement, moi je prends toujours cet exemple parce que chez mes parents, il y a beaucoup d'œufs. Ma mère aime les œufs. Elle aime les œufs, les lampes en forme d'œufs. Elle aime les trucs, les objets décoratifs en forme d'œufs. Et quand on cherche à faire des choses avec mes parents, on s'aperçoit, ma sœur et moi, que ma mère n'aime rien faire d'autre que de nous avoir à la maison. Parce qu'en fait, elle aime réactiver la fonction de gestation. Il y a quelque chose qui la rassure à avoir ses enfants à la maison, parce que là, ils sont en sécurité.
là, elle est sûre qu'on ne s'expose pas au danger, alors que c'est vrai, je dois lui reconnaître cette réalité, que son fils a beaucoup voyagé et s'est exposé à beaucoup de dangers à travers le monde. À une époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas le téléphone, et où je partais au Pakistan 2 mois sans donner de nouvelles. Reconnaissez que pour une maman, il y a un challenge. Et donc, inversement, moi, quand je retourne chez mes parents, le défi pour moi est d'accepter, et c'est là où j'attire votre attention sur la différence avec un discours de psychologue. Pour un psychologue, en fait, l'attitude de ma mère est une régression. Ça veut dire qu'elle revient à une fonction désormais caduque, puisqu'elle n'a plus besoin d'assurer ma sécurité, et qu'elle la réactive parce qu'elle n'aurait pas fait le deuil de cette fonction. Donc, il y a un biais dans l'approche, ce n'était pas la volonté des psychologues, mais quand même, il y a un biais dans l'approche de la discipline psychologie qui tient à pathologiser un comportement en l'identifiant comme un symptôme, là où en réalité, il n'y a pas besoin. Elle ne souffre pas de vouloir avoir ses enfants dans sa maison, au contraire, elle s'en réjouit. Et nous, de notre côté, bon, en réalité, on en souffre, mais modérément, disons que ça nous agace. Et c'est là où on entre dans quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et qui est en fait la notion de diplomatie. Au fond, une visite à sa mère, de la même manière que recevoir ses enfants ou de rendre visite à ses enfants, c'est un travail de haute diplomatie puisque en fait, au lieu de pathologiser nos comportements les uns des autres et de se dire vraiment ce sont des lubies de vieilles dames ou vraiment ces jeunes ne respectent rien ou sont vraiment ingrats, comprendre qu'en fait, la question qui se pose, c'est, au fond, qui sommes-nous l'une pour l'autre? Quelles sont les fonctions qu'on veut réactiver? Bon, alors tu veux réactiver telle fonction, je peux l'accepter pour te faire plaisir dans ce moment, et peut-être que moi, je vais avoir envie que, pour ne pas non plus complètement disparaître dans cette relation, je vais peut-être faire valoir autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette relation-là, on réactive en permanence les fonctions maternelles, puisqu'en réalité, ces fonctions, nous en avons besoin pour vivre. Je vais vous donner un exemple qui est tout simple. Pendant que vous m'écoutez si sagement et si attentivement, la fonction de handling est en train de s'exercer sur vous. Sous vos petites fesses se tiennent des sièges qui vous permettent de ne pas tomber dans le vide. Si par hypothèse, on retirait ce qui vous soutient, si vous tombiez dans une chute sans fin, vous feriez l'expérience qu'on appelle l'angoisse, l'anxiété, qui donne des cauchemars qui sont spécifiquement ceux de la chute dans le vide. Quand on rêve qu'on chute dans le vide, on fait l'expérience de cette angoisse-là. Donc, à tout moment, en ce moment, s'exercent sur nous des fonctions maternelles. Donc, ça signifie qu'au fond, ça va être mon premier, si vous voulez, la conclusion de mon premier moment de cette présentation. Au fond, lorsque vous êtes entrés dans cette salle, vous pensiez tous et toutes que vous n'aviez qu'une mère. C'est un petit peu inexact, puisqu'en fait, celle que vous appelez votre mère n'a pas rempli toutes les fonctions. Elle a été beaucoup aidée par d'autres. Vous les appelez peut-être pas tous des mères, mais en fait, ils ont rempli des fonctions maternelles. Ils faisaient partie de la famille ou pas de la famille, ça n'a aucune importance. La réalité, c'est que celle qu'on appelle la mère n'est que l'ambassadrice, la représentante de tout ce qui fait mère pour nous. C'est important parce que ça signifie que vous allez voir que progressivement, avec la notion de mère, on va pouvoir repenser des choses tout à fait étonnantes, et notamment notre rapport, disons, aux choses qui nous font exister. Et typiquement, par exemple, une matrice atmosphérique, vous avez le sentiment d'être déjà sorti du ventre de votre mère, ça y est, c'est fini, c'est caduque, maintenant vous êtes autonome, pas du tout. En fait, vous êtes totalement dépendant d'une matrice atmosphérique. Si on vous arrachait de cette matrice, vous n'auriez que quelques minutes à vivre. Donc, vous êtes en train de, à chaque moment, à chaque inspiration, à chaque expiration, vous êtes dans un rapport filial à une entité qui n'est pas, évidemment, un être humain, qui n'est même pas une subjectivité, sauf dans certaines circonstances précises, où on peut la subjectiver. Vous pouvez donner des noms
déesses, d'entités, d'esprits à l'esprit de l'air. Si ça vous intéresse, vous pouvez parler de toutes sortes d'êtres invisibles, si vous avez envie. Et puis si vous n'avez pas envie, vous pouvez au moins ouvrir les yeux sur cette réalité que, en fait, des fonctions qui nous font exister, donc ce que j'appelle des fonctions maternelles, s'exercent sur nous en permanence. De cette manière, vous comprenez que quelqu'un qui travaille mes textes, qui les relit, qui les transforme, qui contribue à faire en sorte que mon propos, mon projet philosophique prenne sens, prenne corps, que mes textes deviennent des livres, d'une certaine manière, en un sens qui n'est pas du tout métaphorique, c'est-à-dire qui ne compare pas Maxime Catroux à ma maman. C'est pas ça l'idée en fait. Quand je dis que Maxime Catroux est quelque chose de ma mère, ça ne veut pas dire qu'elle ressemble à Annie Rover ou qu'il y a quelque chose dans le rapport que j'ai à ma maman, à ma génitrice, qui s'investirait maintenant dans mes rapports avec mon éditrice. Ça, c'est une lecture qui n'est pas complètement débile et qui est le principe de transfert, n'est-ce pas? Les bébés sont dans une fusion avec leur mère. Elle n'est pas d'accord. Et oui, bien sûr. Il faut quand même la comprendre, c'est pas agréable ce qui lui arrive. Tu as droit à tous les actes manqués que tu veux. L'important de cette affaire, c'est au fond que ça va extrêmement alléger les rencontres et les innombrables frictions qui ont lieu dans l'axe mère-enfant. C'est-à-dire qu'au lieu de blâmer votre mère pour tous ses manquements, au lieu de vous sentir frustré face à vos enfants et à toute l'immensité de leur ingratitude ou de leur aveuglement ou de leur manquement, vous compreniez que finalement quelque chose de beaucoup plus vaste fait venir les êtres à l'existence, que cette chose très vaste. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure on entendait parler de Pythagore et du cosmos, et qu'en fait c'est très joli ce qui a été dit, mais chez Pythagore en fait le cosmos, le terme de cosmos ça signifie pas exactement harmonie. La définition du cosmos, c'est que c'est l'harmonie de l'illimité et du limitant. Ça veut dire que pour que quelque chose existe, par exemple comme un verre, il faut qu'il y ait quelque chose d'illimité, par exemple de l'existence, et que cette existence prenne une forme qui a des limites, par exemple celle d'un verre qui a cette matière et cette présence ici et maintenant. Ça lui donne des limites. Bon, et ben, pour que Maxime Catroux existe ici, il ne faut pas seulement une généalogie, il faut aussi un air qui soit respirable, il faut aussi une eau qui soit buvable, il faut aussi un environnement qui rende, disons, la vie d'un être humain vivable. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'en réfléchissant sur ce tout petit sujet qui est la maternité ou la relation mère-enfant, on arrive à repenser ce qu'on appelle généralement l'écologie, puisque en réalité, avec le principe de filiation, on a quelque chose de très perceptible pour concevoir cette fameuse reconnexion que tout le monde cherche, n'est-ce pas? Nous cherchons à nous reconnecter, alors qu'en fait, nous n'avons pas besoin d'être reconnectés, nous avons besoin de donner de l'attention à tout ce qui nous relie. Et nous relie pas seulement entre humains, mais aussi à des choses non humaines. Je vous ai donné déjà 2 exemples. La chaise qui vous soutient, c'est pas anodin. L'air que vous respirez, encore une fois, c'est pas anodin non plus. Donc, ça c'était un peu ce dont je voulais parler pour vous démontrer que finalement, il n'y a pas qu'une mère, il y en a beaucoup plus, et que la mère, celle qu'on appelle la mère, n'est que la représentante de quelque chose, avec quoi vous entrez en dialogue à chaque fois que vous parlez à vos mères et ou à vos enfants. Et ce quelque chose, en gros, les philosophes l'appellent le cosmos, c'est-à-dire c'est de l'illimité qui prend forme et qui fait naître des êtres humains. Qui travaillent, c'est quand même utile, pas un, mais bien de nombreux philosophes qui nous permettent de penser, c'est qu'en réalité, il va falloir décrire ce que l'on gagne. On voit ce qu'on perd quand on vieillit, il faudrait quand même se poser la question de ce qu'on gagne.
Or, quand on fréquente un peu le très grand âge, ça veut dire des gens qui sont au-delà de 90-95 ans, on s'aperçoit qu'ils ont développé une sensibilité très accrue à certaines choses, en particulier, par exemple, au toucher. C'est-à-dire au fait que là, on s'écoute et on a l'habitude de s'écouter. Mais quand on se parle comme ça, ben c'est pour ça que je me permets, sans ça je ne me permettrai pas. Quand on se parle comme ça, il y a beaucoup de choses qui changent. Si vous avez une mère qui vous a jamais vraiment soutenu, par exemple, et qu'au moment où elle a besoin de soutien, vous êtes-vous capable, sans entrer dans de grandes conversations, de mettre la main sur son genou sans la retirer, mais pour être en présence l'un de l'autre d'une manière un peu, comment dirais-je, dans cette intimité physique qui n'est pas justement une intimité ambiguë, qui n'est pas une intimité autre que de la simple présence l'un à l'autre, alors vous redécouvrez ce que c'est que cette relation maternelle à partir de ce que j'ai appelé des perceptions archaïques. Pourquoi est-ce qu'on dit archaïque? Ça pour le coup c'est un terme de psychologie, c'est qu'on considère comme archaïque tout ce qui vient avant le langage. Généralement on parle de communication archaïque, justement pour les manières dont le bébé et sa maman communiquent avant que le petit enfant parle. Et il y a beaucoup de manières dont on communique et qui sont très, très courantes, très communes entre les tout petits et leurs parents. Ce n'est pas du tout limité à la mère. Donc, dans le très grand âge, il y a une opportunité unique, incroyable, vraiment d'une grande beauté et d'une grande puissance pour réouvrir notre vigilance, notre attention à ce type d'interaction, c'est-à-dire à une forme de communication qui retrouve quelque chose de très fondamental, qui touche en fait à la perception que nous avons de notre existence même. Ça veut dire, est-ce que tu sens, même je vous pose la question à vous, là, pendant que vous m'écoutez sagement, c'est-à-dire, est-ce que vous sentez que vous êtes en vie, là? Est-ce que vous avez conscience que pendant que vous êtes ici à m'écouter, ce sont des moments de vie là, que vous êtes en train de me donner, c'est pas rien. Ça veut dire qu'à un moment, une fois qu'on est attentif à la gravité et aussi à l'émotion et à la joie que c'est d'être ensemble en vie, disons, de s'en faire le cadeau, quoi. Parce que c'est aussi ça que j'essaie d'étudier dans le livre. Il y a un sociologue autrichien que j'aime beaucoup qui s'appelle Alfred Schütz, insuffisamment lu à mon avis, c'est vraiment un très grand monsieur. Et Schütz, à un moment, il aime bien la musique et il travaille sur des musiciens et il se demande ce que c'est que faire de la musique parce qu'il voit bien que les temporalités des musiciens convergent d'une manière très intéressante. C'est l'époque où le jazz pénètre en Europe. D'ailleurs, Schütz va devoir émigrer aux États-Unis et le jazz l'intéresse beaucoup. Et il regarde comment est-ce qu'ils font converger leur temporalité. Et finalement, sa formule finale, dans un article qui s'appelle « Jouer de la musique ensemble », c'est qu'en fait, ils vieillissent ensemble. C'est-à-dire qu'au moment où ils font converger leur manière de jouer, où vraiment ils s'accordent et ils composent ensemble, en fait, le mouvement qui crée leur expérience est un mouvement qui est orienté vers une expérience de la vie qui sait qu'elle va aussi se terminer et que c'est de là qu'elle tient sa valeur. Pourquoi? Pas parce que son terme, ça va être un terme absolu, mais parce qu'elle s'intègre à des cycles. Et évidemment, le grand âge, c'est le moment où on peut enfin percevoir l'émotion de ce que c'est que vieillir ensemble. Et vieillir ensemble, c'est pas seulement se dégrader, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est plutôt se devenir de moins en moins sensible aux codes sociaux. Et maintenant, j'ai tendance à penser que l'âge adulte, parce que je continue de faire des ateliers avec des enfants en philosophie, et je vois bien que l'âge adulte, qui est d'une arrogance vraiment comique quand on travaille avec le très grand âge et avec la petite enfance,
cette espèce d'âge où les gens se pensent rationnels, équilibrés, bien sous tout rapport, se comportant correctement, etc., n'est rien d'autre que ce que j'appelle l'optimum d'adaptation sociale. Voilà, vous savez vous comporter, vous êtes discret, vous empiétez pas les uns sur les autres, c'est très utile et c'est ce qui permet, encore une fois, un optimum d'adaptation sociale. Mais en réalité, aussi bien au tout début de la vie qu'à la fin de la vie, on a des formes d'expérience humaine qui, loin d'être secondaires, sont ce sur quoi, dans l'intervalle, les artistes ne cessent de ramener votre attention en vous disant « Attention, vous êtes en vie, souvenez-vous de l'émotion que c'est de boire, de manger, de respirer, de se mouvoir, etc. » Et quand je le dis de cette manière, je reste encore sur un corps individuel. Et ce qui est très beau dans le fait d'accompagner ses parents dans le grand âge, c'est justement que pendant que déclinent les fonctions qui faisaient leur adaptation sociale, augmentent leur capacité à se relier à d'autres choses et à vous amener à d'autres formes de communication et à des perceptions beaucoup plus élémentaires, beaucoup moins médiatisées par, disons, des processus d'adaptation pour enfin jouir de quelque chose qui, en définitive, va marquer la réintégration d'un individu à de grands cycles cosmiques. C'est ce qu'on appelle mourir. Donc je termine juste là-dessus. Au lieu que la mort, dans ce contexte, apparaisse comme ce que c'est d'un point de vue social et émotionnel, affectif, c'est-à-dire c'est une séparation. C'est un départ, c'est un au revoir. Ça, cette dimension-là, on ne la fera jamais disparaître, ça, ce serait idiot. Vous savez, moi quand j'étais jeune étudiant, on avait encore le fantasme d'une anthropologie comme ça, un peu délirante, qui disait « Oui, il y a quand même des cultures où la mort est vécue tout autrement. » Non. Dans toutes les cultures, la mort c'est une séparation. Quand il y a quelqu'un qui meurt, ceux qui l'aiment pleurent. C'est comme ça. En revanche, on n'est pas tenu de penser que la mort est une fin qui comment dirais-je, anéantit ce qui jusqu'à présent existait. En réalité, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, à partir du moment où vous apprenez à vivre votre vie comme une série de cycles, vous vous apercevrez que dans la mort s'exprime tout autre chose qu'une finitude ou une faiblesse. Ce qui s'exprime, c'est une puissance de réintégration à des cycles de beaucoup plus grande ampleur. Donc il y a un chapitre du livre qui s'appelle « Où vont les mères quand elles meurent ?», où j'essaie de développer cette idée qu'en effet, quand on comprend bien comment un être humain s'inscrit dans des cycles de cette échelle-là, effectivement mourir n'apparaît plus seulement comme une séparation, mais aussi comme une certaine forme de retrouvaille. Voilà. Bon, si vous m'avez écouté jusque-là, c'est que vous êtes hyper courageux et je vous en remercie. Bon, voilà, Maxime, il s'est posé. Moi, je ne sais pas, je suis toujours en train de parler, donc voilà ma tête. Désolée, c'est comme ça.